Bienvenue à cette deuxième journée de la conférence APEC Canada pour la croissance des entreprises. Mon nom est Stewart Back. Je suis président et directeur général de la Fondation Asie-Pacifique du Canada. J'ai l'honneur d'être le modérateur du panel d'aujourd'hui, Politique pour une croissance inclusive dans la région de l'APEC. Depuis 2016, la Fondation Asie-Pacifique a mis en œuvre le partenariat APEC Canada, le partenariat pour la croissance des entreprises, qui permet la capacité des MPME de faire de la recherche, de la formation, du mentorat et d'utiliser les programmes d'économie afin de renforcer les capacités de ces petites entreprises dans les économies en développement de la région de l'APEC. Je tiens à remercier nos bailleurs de fonds du partenariat, le gouvernement du Canada, pour avoir permis la réalisation de ce projet. Le panel d'aujourd'hui sera une discussion modérée entre trois intervenants distingués qui sont des leaders dans leurs communautés respectives. L'objectif de ce panel sera de discuter des politiques nécessaires afin de promouvoir une croissance inclusive dans la région de l'APEC, en particulièrement pour les MPME, les femmes et les jeunes, oui, et d'autres groupes. Nos panélistes d'aujourd'hui fourniront des perspectives sur la mise en œuvre et le développement des politiques en basant sur leurs expériences en tant que leaders du secteur privé. Nous invitons également à tous de participer à cette discussion en utilisant la fonction de clavardage. Veuillez nous envoyer vos questions par le biais de la boîte de discussion et nous y répondrons dans une partie consacrée aux questions-réponses aujourd'hui, oui. Voici nos trois intervenants aujourd'hui. Présidente et directeur général du Greater Vancouver Board of Trade, Bridget Anderson. Directeur général du LVK Group of Companies et membre de l'ABAC pour le Brunei, Fimi Abdul Hadi. Vice-président des affaires générales de la Sociedad Minera Cerro Verde SAA et membre d'ABAC pour le Pérou, Julia Torreblanca. Bon, ok, pas besoin de s'étendre trop sur les biographies puisqu'elles sont disponibles sur le site web. J'aimerais d'abord commencer avec la séance et j'ai bien hâte de sauter dans le cœur du sujet. Je sais que vous avez bien hâte aussi de commencer la session. Nous avons un groupe bien accompli. Commençons d'abord avec la première question. Je vais vous demander de commencer, Bridget. Quels sont les nouveaux problèmes auxquels vous voyez les MPME faire face en raison de la pandémie mondiale? Et quelles sont les politiques réussies, les politiques qui ont de la réussite, oui, afin d'aider les MPME à survivre? Eh bien, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Comme la plupart des endroits dans le monde, nous sommes à même la troisième vague. En pensant à certains des problèmes auxquels font face les MPME, eh bien, ça ressemble à peu près à quoi tout un chacun fait face. Oui. Maintenant, c'est une question d'arriver à l'immunisation collective. Si l'on pense à l'effet domino pour les entreprises, on sait qu'en avril, au Canada, nous avons perdu 200 000 emplois. Au total, 500 000 depuis le début de la pandémie. Et les groupes vulnérables, les personnes de couleur, les femmes ont été surtout touchées difficilement, surtout dans le secteur de la récréation. Et il y a des fils qui tissent tout cela. Donc, comment s'en sortir? Comment défaire ce nœud qui a été formé et de différentes façons aussi? Fermer l'économie a été plus facile que de rouvrir parce que la réouverture se fait en stades différemment et on doit penser aussi aux répercussions différentes. Je parle des petites et moyennes entreprises, oui. Les coûts, eh bien, nous sommes bien reconnaissants envers les programmes, mais ces programmes ont un coût, oui. Un coût qui doit être éventuellement incombé, oui, aux entreprises, aux petites entreprises. On a parlé de numérisation, de petites et moyennes entreprises, mais en fait, ils vont devoir investir. Il doit y avoir du soutien pour les entreprises, mais ensuite, comment payer les investissements qu'a fait le gouvernement
qui seront dont la facture devrait être payée par les entreprises éventuellement, on le sait. L'économie va rebondir, mais en regardant dans le long terme, nous sommes à un point de transformation important. Et j'espère vraiment aussi que les entreprises et les gouvernements pourront travailler ensemble afin d'utiliser ce moment. Je dis que chaque crise forme une opportunité. Alors je crois encore une fois que c'est une bonne occasion d'utiliser les forces qui sont, qui sont dans l'économie, oui. Oui, très bien. Je connais l'importance de la Chambre de commerce, bien sûr. Maintenant, on voit la façon dont on peut faire différentes choses pour appuyer les compagnies qui sont membres du conseil de la Chambre de commerce, oui. Eh bien, la Chambre de commerce du Toronto métropolitain a été établie il y a 134 ans. On représente environ 5500 membres et qui représentent vraiment une bonne diaspora de l'économie qu'on peut imaginer. Alors, c'est une majorité de petites et moyennes entreprises, à peu près un tiers de la force économique de la région. Ce que mes collègues ont parlé est bien intéressant. En fait, ce que l'on a vraiment essayé de voir est nos districts commerciaux et comment ensuite arriver du côté de la culture, des accommodations, des étudiants, comment insuffler la vie dans le centre-ville, ce qui est essentiel à toute région. Ça a été vraiment, pour nous, important à la Chambre de commerce du Toronto métropolitain, oui. Je suis assez curieux ici. En ce qui a trait à le contexte des MPME, eh bien, la plupart sont des petites entreprises. Oui, en fait, sur les 5500, la majorité sont des sont des PME, en fait. Oui. Afimi, à vous, eh bien, qu'est-ce que vous voyez de votre côté? Le Brunei est un petit pays, mais encore une fois, nous avons eu cette conversation. C'est une culture d'affaires intéressante. Comment est-ce que la pandémie a affecté le secteur des entreprises au Brunei et dans votre région, n'est-ce pas? Parce que aussi vous faites un travail régional intéressant. Oui, eh bien, merci beaucoup à la Fondation Asie-Pacifique d'avoir donné l'occasion de partager nos idées, nos réflexions. Et il y a des similarités aussi entre nos panélistes par rapport à la situation à laquelle on fait face, bien sûr. Je suis moi-même une MPME. Je vois aussi que le groupe des MPME au BNI fait face au même genre de choses. La population du BNI est petite. Moins d'1 million de personnes. Dans certains endroits, eh bien, la population équivaut à moins d'un quartier résidentiel. Nous avons par conséquent nos propres défis, mais aussi nos opportunités. Je crois que ce qu'on a vu dans l'année de la pandémie, et la pandémie, et aussi pour le secteur d'entreprise avec le gouvernement de se rassembler très rapidement et pas simplement le supporter, mais d'une façon qui est bien réfléchie, oui, bien éclairante. Et je dis ça au sens où les MPME est un secteur qui a obtenu des programmes par le biais de plateformes de commerce électronique. Les compagnies aussi ont été introduites à ce genre de plateformes. Pas simplement les MPME, mais aussi les petites entreprises familiales, les personnes aussi, les individus qui ont été encouragés à aller voir les logistiques en place pour tout un chacun à un coût minime, simplement pour obtenir une distribution. Ce qui aurait pris 4 à 5 ans pour numériser le tout, eh bien, le secteur, la transformation s'est faite du jour au lendemain. Essentiellement, les perspectives sont excellentes. De l'autre côté, ensuite, comme de nombreuses petites économies, nous dépendons du tourisme. Le tourisme
qui entrent au Brunei. L'industrie de la logistique a été durement touchée. Les frontières fermées. C'est encore le cas, oui. C'est un grand obstacle que l'on doit réussir à franchir. Avec une population de moins d'un demi-million de personnes, eh bien, ce sont plusieurs des défis auxquels on fait face. De l'autre côté, le fait que l'on peut faire une promotion de services régionaux nous a été très utile. En général, les perspectives des MPME, eh bien, c'est encore, disons, moitié-moitié. C'est pas juste du bon ou juste du mal, comme Brigitte le mentionne. C'est non seulement des emplois que l'on perd, mais les entreprises qui ferment leurs portes. Par conséquent, comment encourager au gouvernement à dire est-ce possible de s'assurer que les programmes de soutien sont présents, que les entreprises, les entrepreneurs peuvent rapidement s'adapter et adapter leur modèle d'affaires. Bon, je dirais que c'est la mise en contexte pour l'instant et je laisserai parole à ma collègue ici. Oui, si je puis... Alors, vous êtes proche de Singapour, de l'Indonésie. Je serais curieux ici de savoir... Eh bien, bien sûr, il y a des différences, mais ensuite, très certainement, la diaspora en Asie est énorme, une économie asiatique énorme, n'est-ce pas? Donc, dans le contexte régional, comment est-ce que tout cela s'imbrique? Je pense que les gouvernements, de façon collective, tel que vous mentionnez, Stewart, eh bien, le gouvernement, oui, a rapidement réagi. Par exemple, en Asie, oui, en fait, des compagnies du secteur privé ont été approchées, qui faisaient déjà du financement des MPME au niveau vraiment microscopique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, que je connais, en fait, c'est parce que je connais quelqu'un qui en fait. Le gouvernement de l'Indonésie a utilisé ces fonds de la communauté et les ont fait ruisseler par ces organisations afin de les diffuser rapidement. Voici un exemple succinct de partenariat public-privé qui peut très bien fonctionner au point où, essentiellement, cette organisation ces organisations deviennent rapidement des banques, même du domaine microscopique. C'est un scénario où les gouvernements utilisent son pouvoir afin de donner de l'aide aux MPME et l'utilisent afin de faire ruisseler tout cela dans des plateformes dans l'entreprise privée. C'est un exemple de réussite ici dans l'Asie du Sud-Est. La Malaisie aussi a une structure similaire. Pas exactement pareil. Peut-être sur une question de, en fait, monétaire, sur la façon dont sont structurées les entreprises, mais aussi on encouragé un repositionnement des MPME, surtout celles qui n'avaient pas vraiment de présence numérique. Cette poussée à la numérisation dans la dernière année a été un moteur qui a permis d'aider les MPME dans cette crise actuelle. Ensuite, la durabilité des entreprises, c'est un autre enjeu, bien sûr. Lorsque l'on parle de ce thème, les données, le numérique, mais tout cela est en tête dans l'ordre des idées des gouvernements. Le retour à la normalité avec la COVID-19, en fait, n'est pas possible. C'est un pas qu'on a fait qui est crucial et le changement est déjà enclenché. Les législateurs ont déjà en tête que, oui, d'accord, on rebâtit, mais sur du neuf. Très bien, excellent point ici. Julia, vous qui êtes au Pérou, un endroit fascinant,
félicitations sur votre prix en tant que en tant que 50 personnes les plus influentes. Est-ce que de votre secteur ici, et ça doit être assez différent aussi au Pérou, en Amérique latine, que les choses se sont passées en Amérique du Nord, par exemple. Quelles sont vos réflexions maintenant sur la COVID et la marche à suivre à l'avenir? Et vous savez, il y a des différences, mais beaucoup de similarités aussi à cause de la pandémie. J'écoutais Hafimi. Au Pérou, vous savez, les services, le secteur des services et du tourisme accapare une portion de l'économie énorme. Et ensuite, aller au restaurant, eh bien, n'est plus quelque chose qui est une habitude à cause des obstacles de la pandémie. Le scénario économique fait en sorte que, eh bien, la distanciation physique est la norme. On doit avoir une industrie prête à recevoir du tourisme différent. Ici, on parle de restrictions qui devront être essentielles, bien sûr, en ce moment. Les heures d'ouverture, les infrastructures, eh bien, plein d'enjeux ici, mais qui sont aussi d'excellentes occasions. Les Péruviens sont résilients de nature et nous voyons comment nous pouvons maintenant innover d'un côté, mais de l'autre côté, préserver aussi le niveau d'activité que nous avions auparavant. Bien sûr, les gens doivent se nourrir. On doit gagner son pain. Alors, le gouvernement a un mandat de faire du mieux qu'il peut dans la pandémie. Beaucoup de défis à relever. La distanciation physique, des gens dans les rues qui ont des produits, qui ont des MPME, mais à cause de cette distanciation, à cause des mesures, eh bien, doivent innover. En ce moment, nous devons réactiver les économies. Oui, les réactiver, mais aussi les amplifier afin de surmonter les défis traditionnels. Par exemple, et aussi certains programmes ne sont pas diffusés assez rapidement. La difficulté de l'accès au financement, par exemple. Il y a certaines limites. Par conséquent, le gouvernement a fourni des prêts qui permettaient donc d'éviter la faillite avec des intérêts très très faibles. Dans beaucoup des entreprises aussi ont pu survivre grâce aux crédits qui ont été offerts. Beaucoup d'entreprises ont fermé, tel qu'Affini mentionne. Les autorités ont augmenté les mesures sanitaires, mais les solutions pour les entreprises, les solutions de livraison, les solutions de livraison domestique et internationale ont vraiment ont été créées rapidement, ont subi de l'innovation et ont créé tout un nouveau filon, en fait. Ce filon d'économie au Pérou a vraiment été augmenté. On doit créer, tel que mentionné, des solutions pour continuer de recevoir des touristes, oui, et de rouvrir des restaurants, puisque plusieurs ont bien sûr dû fermer leurs portes. 50% des clients, eh bien, ont déserté les restaurants, bien sûr.
Beaucoup de restaurants ont réussi à se réinventer grâce aux services de livraison, mais ce n'est pas assez pour combler les manques à gagner. Cette nouvelle normalité nécessite de s'y habituer. Les MPME eh bien, doivent être aidés, non seulement pour survivre, mais aussi pour se réinventer et créer à nouveau des emplois. Oui. Oui, très bien, très bien. Vous avez couvert d'excellents points ici. Je veux dire, qu'est-ce que vous voyez? Comment se sentent vos voisins? Est-ce que ils réussissent à s'en tirer aussi bien que vous? Bien sûr, nous sommes dans une situation au Canada où on ne peut même pas voyager aux États-Unis avec les frontières, mais de certaines façons, les économies sont tellement intégrées que c'est un gros problème. Alors, je suis curieux de savoir si c'est la même situation de votre côté au Pérou. Nous avons de nombreuses interactions. Chili, par exemple, du côté des affaires, mon entreprise, par exemple, la fermeture des frontières, de la frontière chilienne, ne nous a pas, bien, nous a affecté, oui. L'incapacité de voyager a réduit la possibilité des services, des techniciens qui se rendaient au Chili, des Chiliens qui aussi opéraient au Pérou. C'est un des points importants. Tout comme au Chili et au Pérou, nous avons une campagne de vaccination qui a démarré trop lentement. Bientôt, ceux qui sont plus jeunes, qui sont sous les 60 ans, vont pouvoir être vaccinés bientôt. Au Chili, ils ont réussi à obtenir davantage de vaccins à cause de, bien sûr, la crise politique que nous avons subie l'an dernier. Alors, ils ont réussi à s'approprier davantage de vaccins que nous, mais c'est un défi auquel nous faisons face. Les moments ne sont pas faciles, surtout l'an dernier, oui, mais on espère que maintenant tout cela sera derrière nous. Va falloir se réinventer, oui. Très bien, bien intéressant. Je crois que je vais recadrer ma deuxième question, pas pour nécessairement vous prendre par surprise, mais peut-être pour soulever des nouveaux points ici. Euh, Jan de Silva de la BAC Canada avait certains enjeux intéressants avec lesquels il travaille, avec vous, avec votre organisation partenaire aussi à Montréal. Quelles sont les politiques imp importantes avec, avec qui vous vous entretenez au niveau gouvernemental? Quels sont les points les plus importants d'un point de vue des politiques? Et je vais vous poser aussi la question à vous trois, oui. Et bien rapidement, bien sûr, je discute avec mes collègues de Toronto et de Montréal. C'est un plan de réouverture. Il semble que l'on saute rapidement sur cela, mais cette étape est plus compliquée de démêler tout ce qui a été fait l'an dernier de réouvrir. La capacité d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui roulent, de recruter aussi des employés, parfois recruter, former des employés afin de voir cette ouverture non seulement comme une économie de touristes, mais de visiteurs. Alors, on parle aussi du tourisme d'affaires, des conférences et de tout cela. De s'assurer aussi que les gouvernements dans le pays ont une approche cohérente et qu'il y ait de la consultation et de la communication avec le secteur des affaires. Par exemple, en ce moment, le Québec a annoncé son plan de réouverture qui
je dirais, semble bien souple avec une certaine concertation dans cette planification québécoise, alors qu'en Colombie-Britannique, nous attendons encore les détails d'un plan de réouverture. Alors pour ceux qui pensent de se rendre au Canada depuis d'autres pays, oui, eh bien comme vous, Julia, eh bien peut-être vous allez vous demander, oui, quelles sont les approches québécoises, quelles sont les approches en Colombie-Britannique, comment planifier son voyage, cette connexion et ces cohérences dans les provinces sont importantes afin que il y ait, oui, de la sécurité, mais aussi d'une perspective globale sur le genre d'expérience qui sera lorsqu'on se rend au Canada. Et ça se considère à la fois la vaccination, le plan de réouverture, la façon de traiter le passeport de vaccin ou non. Ce sont plusieurs composantes qui doivent s'imbriquer. Je dirais aussi que l'autre composante sur laquelle on travaille est une approche à long terme, en pensant à l'impact disproportionné sur les femmes, sur les jeunes, en réfléchissant aussi à la façon qu'ils mettent l'épaule à la roue à l'économie lors de la réouverture. Eh bien, le gouvernement fédéral a fait une annonce budgétaire récente sur un investissement significatif qui permet aux femmes de retourner à la main-d'œuvre afin de pouvoir peut-être, juste, ou si nécessaire, ces femmes qui ont dû peut-être mettre la pédale douce et s'occuper de leur famille durant la pandémie. Et on parle aussi ici d'outiller ces personnes qui travaillent dans le tourisme, dans la culture, vous voyez, ces personnes qui, il y a 15 mois, ont délaissé leur secteur. Maintenant, comment est-ce que nous les réhabilitons, nous les réoutillons? Un dernier point sur lequel on travaille aussi, que je mentionnerai, est que nous sommes en ce moment, au niveau mondial, dans un niveau de crise climatique, mais aussi à une jonction intéressante. Alors, comment utiliser ces occasions dans l'économie? Comment faire croître une économie verte? Pour mes collègues torontois et montréalais, certaines de ces approches, eh bien, quelles seraient les spécifications de chaque région? Et comment ensuite tisser un narratif qui attire des investissements mondiaux aussi? Bon, c'est une composante ici, mais j'ai bien hâte de voir aussi qu'est-ce qu'ont à dire mes collègues ici. Oui, on parle ici de quelques points intéressants dans un contexte où les régions sont aux prises avec le même genre de défi, n'est-ce pas? Nous sommes tous mêlés à ce genre de problème. Dans un pays, 3000 milles d'un océan à l'autre, une fédération, bon, avec ensuite les 50 États américains au sud, et bon, avec un gouvernement, ce n'est pas facile de s'aligner. L'enjeu maintenant est que puisque le problème est mondial, il faut savoir accorder nos violons. Assimi, maintenant, lorsque vous avez des conversations avec la BAC, la PEC, avec vos organisations, qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, je vais expliquer aussi un peu ce que nous avons fait. Il s'agit d'une plateforme APEC. Alors, ce qui est arrivé l'année passée, c'est qu'ils ont mis de l'avant des initiatives. Ils ont mis de l'avant quelques politiques importantes du gouvernement. Par la suite, ils l'ont mis en ligne. Alors, tout est disponible. Ça couvre une bonne variété de secteurs. Des secteurs essentiels pour les MPME. Cela les permet de les aider dans leur processus et d'avoir le meilleur résultat. Avec le projet APEC Canada, on s'est aperçu que les gens n'hésitaient pas à être audacieux et à partager les histoires. Alors, je ne pense pas que les entreprises se gêneront. Ils savent exactement ce qui se passe sur le terrain. En même temps, la mise en œuvre d'une politique
En fait, préparer une politique et la mettre en œuvre, ce sont deux choses tout à fait différentes. Alors, avec le soutien de l'APEC, nous aimerions mettre en place un système de rétroaction, voir ce qui fonctionne de telle et telle façon, ce qui ne fonctionne pas. Pour que les gouvernements soient ouverts aux idées, il faut s'assurer que la communication soit claire, transparente, mais il faut aussi avoir une volonté pour réagir, une volonté de répondre. Mais comme vous l'avez mentionné, nous sommes tous dans le même bateau. Les gouvernements reconnaissent non seulement des MPME, ni les impacts des politiques, mais on veut s'assurer que les entreprises puissent fonctionner tout en étant imputables envers les collectivités. Il faut qu'on leur laisse suffisamment d'espace pour qu'ils puissent tester de nouvelles idées. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'une entreprise habituellement comprend les règles, les lois, mais on doit avoir cet espace pour qu'on puisse repousser un peu les limites, se mettre au défi. Donc, pour les MPME, les restrictions ont toujours été présentes. Il faut faire preuve, plutôt, il faut s'adapter. Alors, avec la pandémie, je dirais que plusieurs entreprises ont dû s'adapter plus rapidement. Donc, pour plusieurs d'entre nous, la période post-pandémie sera compliquée. Alors, ce qu'on avait fait auparavant ne fonctionnera plus. Quand on a changé, on a différents outils. Lorsqu'on parle de politique, les politiques doivent être élaborées pour qu'on puisse offrir l'espace nécessaire à ces entreprises. Alors, c'est ce que je voulais dire par rapport aux politiques à l'heure actuelle. Où nous en sommes à l'heure actuelle et où nous devrions être. Merci. Ah oui, c'est vrai, il va y avoir beaucoup de modifications au niveau de l'environnement réglementaire et des politiques. Alors, il faut toujours penser à ce que nous prépare, ce qu'on prépare pour l'avenir. Nous devons essayer d'identifier toutes les lacunes sur le plan économique qui sont probablement aggravées en raison de la pandémie. En raison de la COVID-19, il y a eu une augmentation de la pauvreté, beaucoup plus de chômage. Si nous ne sommes pas capables d'identifier ces écarts, ce sera très difficile de mettre en place des politiques ou de promouvoir la transformation vers le numérique. Nous savons que c'est une priorité à l'heure actuelle. Il faut absolument que les MPME participent à ce marché mondial. Mais on a des problèmes sanitaires, il faut penser à l'eau potable aussi. Il y a d'autres choses. Alors, il faut vraiment dire aux MPME qu'elles sont importantes. Il faut aussi avoir une coordination très serrée avec les différents intervenants afin de pouvoir croître. Par exemple, lorsqu'on parle du transfert des technologies entre des grandes entreprises vers les petites et moyennes, il faut avoir un appareil gouvernemental en place qui puisse appuyer ces mesures. Et vous allez ici, chez nous aussi, plusieurs des MPME ne sont pas formels. Alors, lorsque le gouvernement parle d'avoir plus d'impôts ou d'autres taxes, il faut faire attention. Et souvent aussi, lorsqu'on parle
d'appels d'offres, on voudrait avoir les MPME, mais ce sont probablement les grandes entreprises qui sont prêtes. Alors, il faut que le secteur privé et public travaillent main dans la main, nous assurer d'ouvrir la porte aux MPME, les aider à faire cette transformation numérique. Sinon, on aurait de la difficulté. En raison des modifications à l'échelle planétaire, on a commencé à identifier certaines minorités, notamment les collectivités autochtones. C'est un secteur qui a un excellent potentiel de croissance, peu importe le secteur, que ce soit en gastronomie, en production de café, peu importe. Ça peut être aussi des petits endroits pour les activités touristiques. Alors, c'est vraiment, ce sera un point positif pour permettre à certaines petites communautés de s'intégrer. On devrait en même temps leur donner de la formation, de l'éducation. Il y a plein d'opportunités qui se présentent, car avec cette transformation numérique, cela ouvre les portes et on essaiera de joindre le plus grand nombre de personnes possible. Dans plusieurs cas, les collectivités autochtones habitent dans des endroits éloignés. Ils n'ont pas le même accès à certains services de base. Ils n'ont pas d'Internet dans plusieurs de ces genres-là. Alors, c'est une opportunité devant nous. Parfois, les MPME, au sein des collectivités, doivent offrir des services de base. Ce sont les fournisseurs d'eau, les fournisseurs d'eau potable, d'Internet, enfin, de tous les services de base. Alors, pour ne pas laisser personne derrière, il faut avoir une politique nationale. Nous devons essayer d'intégrer tout le monde pour justement susciter ou promouvoir la croissance économique et donner une opportunité à tous. De plus, je pense que j'ai déjà mentionné auparavant, la COVID-19 avec les MPME, on avait un tableau de bord. Ce n'était pas juste pour le Pérou. Mais au début, on a tout simplement mis au point un répertoire de politiques. Ça nous a permis de les mettre en œuvre. Donc, on veut essayer d'avoir un endroit où on peut mieux organiser les différentes politiques pour les MPME. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir des documents qui sont déjà disponibles et qu'on peut tout simplement faire du copier-coller et les réutiliser. Donc, le tableau de bord pourrait les aider. Ça nous permettra de passer à la prochaine étape. Alors, on veut vraiment aider les MPME à continuer leur croissance. Et nous voulons aussi mesurer le véritable impact. Alors, nous espérons que ce tableau de bord au Pérou pourra nous aider. Alors, je pourrais vous passer l'adresse Internet par la suite. Alors, nous croyons que cet effort collectif de partager les pratiques exemplaires aidera tout le monde et les aidera à sortir de cette pandémie. Non, très intéressant. Alors, j'ai bien aimé vos commentaires sur ce que moi j'appellerais l'équité numérique. L'accès à l'Internet, l'accès à tous les niveaux, peu importe la classe. Non, c'est vraiment un enjeu important. Alors, peut-être que je pourrais parler un peu de ce que nous faisons à la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Nous voulons, en partenariat, mais rassembler les informations nécessaires. À l'époque où nous nous préparions à le faire, on voulait tout simplement aider les entrepreneurs à réussir. Ce qu'on a maintenant, c'est une boîte à outils qui pourra aider les gens à sortir
enfin à commencer cette période post-pandémique. Ce qu'on a fait aussi à la Fondation, c'est de préparer une proposition. Nous sommes en train de procéder à une recherche, collecter les données. Nous savions que l'Asie était très avancée dans certains secteurs, plus que le Canada. Donc, nous avons procédé à une recherche sur 4 mois. Alors, c'était pour PIAC. Et on essayait de voir quelles étaient les pratiques exemplaires. Si c'était quelque chose qu'on pouvait soit adapter, soit incorporer dans le projet que nous faisions. Je ne pense pas, j'ose à peine le dire, mais je ne pense pas que ce soit la première pandémie de cette dimension. On doit se préparer. Alors, je regarde un peu l'heure. Je sais qu'on a quelques questions qui sont apparues dans la boîte de clavardage. Et maintenant, si vous voulez aller voir dans la boîte de clavardage, Julia vient tout juste de mettre le lien. Donc, je vous invite, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai un troisième sujet que j'aimerais aborder avec vous, mesdames. Selon vous, et je ne pense pas que vous allez avoir la même réponse, Brigitte, au sein de vos membres, qu'est-ce que vous avez fait qui a eu le plus grand impact auprès de vos membres? La dernière fois que nous avons procédé à un sondage, nous avons posé des questions sur la transformation numérique. Environ 40% de nos membres ont dit qu'ils ont fait quelque chose sur cette voie pour pouvoir offrir des services en ligne. Ce qui est intéressant, c'est qu'environ 60% étaient pour continuer à investir en ce sens. Depuis lors, dans notre province et aussi le gouvernement fédéral a offert des crédits d'impôt pour aider les petites entreprises, pour qu'ils puissent se passer à travers cette transformation numérique. Donc, que ce soit un restaurant qui prépare ses menus en ligne pour offrir du service, de la livraison ou des produits à emporter. On a aussi beaucoup plus de commerce en ligne. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. Parce qu'on ne sait pas... Alors, ça fait déjà 18 mois, mais on ne sait pas ce que ça va avoir l'air dans les prochains mois. Alors, nous sommes tous habitués maintenant à ce monde numérique. Alors, il y aura probablement des périodes d'inéquité. Il y aura des expériences en ligne, des expériences en personne. On se demande aussi si on sera dans une situation d'inéquité numérique. Il faut y penser. Je pense qu'on devrait avoir des incitatifs de la part du gouvernement pour aider les entreprises à se numériser, à faire le passage. C'est facile de dire le mot incitatif. Pouvez-vous détailler? Que voulez-vous dire? Alors, Trudeau a donné une subvention jusqu'à 10 000 $ pour les petites et moyennes entreprises pour qu'ils puissent faire le passage au commerce en ligne. Mais il y en a beaucoup de micro-entreprises qui n'ont pas les ressources. Ils ne peuvent pas faire de demande de financement et leurs produits ne sont pas peut-être prêts à aller en ligne. Je dirais même que la transformation numérique crée des écarts. Je ne pense pas que l'on puisse répliquer des événements en personne. Alors, je pense que tout le monde a déjà eu ses petites expériences avec le Zoom. Alors, qu'en est-il des activités de divertissement, de loisirs, d'événements en direct? Alors, on a des lacunes importantes à combler. On ne sait pas.
Il n'y a pas de solution facile. Ça ne sera résolu que lorsque nous aurons les ordres de santé publique. Alors, les incitatifs, ça serait d'aider les micros et les petites entreprises à faire le passage vers les services en ligne et les biens en ligne, parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir revenir ou repartir comme on l'était auparavant. On risque d'avoir un modèle hybride pendant un bon bout de temps. Votre tableau, dans votre tableau de bord, est-ce que vous parlez des incitatifs aussi? Si tel est le cas, que faites-vous au Pérou? Donc, selon vous, quel serait l'outil numérique le plus utile pour les MPME? Alors, le gouvernement a aidé les étudiants. Parce que vous savez aussi, on n'a pas nécessairement une bonne couverture Internet partout. Alors, pour les étudiants, on a essayé de leur donner l'éducation à distance. Alors, c'est un bon exemple. On a essayé d'avoir des solutions créatives. Notamment, par exemple, on veut essayer de réduire les inégalités. Donc, on a un cas, on fait une plateforme. Alors, c'est une boutique de chaussures traditionnelle au Pérou. Et en raison de la pandémie, leurs activités essentielles ont été presque à zéro. Ils ont commencé à vendre des biens essentiels, des biens de base, sinon ils n'auraient pas pu survivre. Et ils ont transformé leur entreprise. J'aimerais aussi partager un autre exemple, mais ce n'est pas dû à la pandémie. Alors, je travaille pour Cerro Verde. C'est une des entreprises. Il y a plusieurs années, on a élaboré un produit. C'est tout simplement une plateforme Internet. Nous pouvons enseigner aux gens comment travailler. Alors, ce seront des cours de gestion d'entreprise. Ce sont comme des petits chapitres. C'est fait par Internet. Nous offrons ces cours-là gratuitement à tout le monde. Alors, ce sont pour les petites entreprises. Avec la pandémie, parce que vous savez, au Pérou, on n'a pas tous l'Internet à la maison. Donc, par le passé, on leur demandait d'aller à un lieu où on pouvait leur offrir la séance. Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le programme sur des DVD. On a réussi à continuer la formation avec ces DVD. Alors, on a réussi à aider certaines MPME malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'Internet. Alors, malheureusement, on a manqué de copies, il a fallu en refaire d'autres. Alors, il faut s'assurer que les MPME reçoivent la formation nécessaire et les outils nécessaires. Alors, chez vous, l'innovation numérique, c'est vraiment ce que vous faites à tous les jours. Alors, vous, en tant que membre de l'APEC, vous avez des rôles différents. Mais en même temps, vous travaillez sur les mêmes tâches. Alors, pouvez-vous nous donner quelques idées là-dessus? Je ne l'ai pas peut-être mentionné au tout début, mais on n'avait jamais vu auparavant une telle transformation numérique. La vitesse à laquelle les entreprises ont fait le virage, et ça en 12 mois. Les gouvernements ont fait des efforts, le secteur privé aussi. Ils ont fait des efforts sur les 10 dernières années. Mais la transformation qu'on a vue, c'est presque fait du jour au lendemain. Alors les obstacles qui étaient en place ne sont pas des obstacles impossibles à surmonter.
Puis, ce que vous devez comprendre aussi, c'est la nature des obstacles avant qu'on puisse aller de l'avant. Alors, au sein de l'APEC, c'est important de procéder à de l'éducation. Alors, ce qu'il faut faire... Alors, je vais vous donner un exemple. Le commerce interfrontalier, transfrontalier. Une petite chose comme ça, une petite idée de commerce transfrontalier peut déclencher un mouvement important. Alors, on n'est plus obligé d'aller physiquement, de signer un document. On ne fait qu'envoyer une copie. On peut utiliser ça pour faire une transaction plus rapidement. On a une norme derrière tout ça, vous savez. Alors, tout est fait avant même que le produit arrive physiquement. Alors, il y a toujours un processus gouvernemental nécessaire. Alors, auparavant, on ne pouvait même pas importer ou exporter facilement et c'est encore un défi. Nous essayons d'obtenir des produits de base, c'est crucial. On a besoin de plusieurs éléments pour qu'on puisse faciliter le commerce transfrontalier. On doit essayer d'aplanir les obstacles. Aujourd'hui, je vous parle de bien, mais il faut vraiment que le gouvernement le fasse. Donc, les entreprises parlent haut et fort. Et par la normalisation, vous pouvez même utiliser les chaînes de blocs comme plateforme sécuritaire. Vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle pour vous donner une analyse qui vous permet de mieux protéger vos activités. Donc, si vous voulez maintenant amorcer une nouvelle carrière, peut-être que le codage serait une bonne chose. Vous pourrez à ce moment-là obtenir un emploi. Alors, dans notre industrie technologique, en fait, pour nos collègues, c'est devenu une seconde nature. Il faut entretenir les systèmes. La pandémie a accéléré tout simplement toutes les transformations. C'est un effet positif. Tout ce que nous faisons, en fait, est issu de la créativité des êtres humains. Les êtres humains veulent trouver des façons différentes de tisser des liens. Alors, on a des Zooms. Enfin, il y a tellement d'expressions Zoom maintenant. Alors, on veut vraiment avoir ces interactions avec les autres. Alors, nous avons eu beaucoup de chance chez moi de réussir à contrer la pandémie. En fait, ces liens, cette recherche de relations fait de nous des êtres humains. Les entreprises aussi nous appuient. Mais je vous dirais, ce qui est ressorti de tout ça, c'est l'effet sur la société civile. Les ONG, ils ont dit, on n'attendra pas la réaction du gouvernement, nous allons intervenir maintenant. Et je vais créer une plateforme, disons. Je vais mobiliser les bailleurs de fonds pour pouvoir appuyer les MPME. En tout cas, dans le contexte de mon pays, c'est ce qu'on a vu. Les gens qui se sont serrés les coudes. Je ne dis pas qu'on n'appuie pas des grandes entreprises, mais nous devions donner plus d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. On l'a vu ailleurs dans d'autres pays aussi. On a vu ce désir d'aider. De les aider, on s'est beaucoup attaqué aussi aux petits enjeux sociétals. Alors, je ne pense pas que la transformation numérique est un but en lui-même,
mais cela va nous permettre de nous aider à offrir des services, va nous aider à la prestation de services et offrir des biens. J'adore vos commentaires, mesdames. Alors, on doit malheureusement vous interrompre. Alors, je suis assis ici avec 3 femmes puissantes. Alors, du point de vue des politiques, une idée de chacune d'entre vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les femmes à être plus investies en matière de politique? Qu'est-ce que la Fondation Asie-Pacifique du Canada pourrait faire? Alors, je sais qu'avec nos recherches, nous nous sommes aperçus qu'on manquait d'engagement avec l'Asie. Alors, on a fait... Je suis allée à Taïwan, je suis allée à Tokyo. J'ai fait 3 voyages, en fait. Et ça a vraiment été une réussite. Donc, vous, Madame Julia Torreblanca, que devrions-nous faire? Pardon, Madame Maimi. Pour moi, ce serait d'avoir un mécanisme de soutien pour aider les femmes, notamment les garderies, un soutien pour les enfants, avoir une meilleure représentation et avoir aussi un mécanisme en place. Les femmes vont réussir à trouver la solution, mais il faut les appuyer. Je sais que les femmes ont d'autres rôles traditionnels, ça ne les amène pas nécessairement sur d'autres voies. Brigitte, allez-y. Je vais dire 2 choses. Les spécialistes, ce serait la garde des enfants. Notre gouvernement a fait une grosse annonce. Alors, cela va permettre à près de 1,5 million de femmes de se joindre au marché du travail. Et nous avons aussi la question de l'équité salariale. Et je vais m'arrêter là. Je vais laisser Julien. Alors, au Pérou, la majorité des MPME sont dirigées par des femmes. Ce sont les femmes qui en sont propriétaires. Alors, il faut faire aussi de la prévention de la violence domestique. Et l'autre chose, c'est davantage de formation et d'éducation. Alors, il faut vraiment les former à bien gérer leur entreprise. Alors, c'est vraiment un incitatif pour les MPME ici au Pérou. Donc, formation, éducation. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. Mesdames, vous avez été tout à fait fantastiques. J'ai bien aimé vos commentaires, vos histoires. Alors, ce qui est ressorti de tout ce que vous avez dit, c'est d'avoir un plan, de bien identifier les éléments, puis de faire preuve de souplesse, de flexibilité pour l'environnement, comprendre ce qui se passe, puis offrir des incitatifs. Comment vous les définissez? Ça peut être la garde d'enfants, mais quelqu'un doit s'asseoir, élaborer ces incitatifs et voir ce qui va fonctionner. Alors, c'est différent au Canada, au Pérou et au Brunei. Puisque les changements sont si rapides, il faut parfois comprendre que le système réglementaire est un peu en retard. Il y a du rattrapage à faire. Alors ça, c'est un autre point qui est ressorti. On a beaucoup parlé de la normalisation aussi. Amélie, vous en avez parlé. C'est un rôle, je crois, qui serait important. Alors, ce qui se passe dans l'Occident est différent de ce qui se passe dans l'Orient. Alors, je sais qu'en Asie, il y a beaucoup de normalisation. À un moment donné, il faut réussir à trouver un consensus, un juste milieu. Alors, tout cela, c'est très important. Nous allons possiblement vivre aussi dans un monde hybride. Alors, la moitié, enfin, une partie sera faite en présentiel, l'autre partie sera faite en virtuel ou en numérique. Une fois qu'on aura compris le nouveau modèle,
À ce moment-là, je pense qu'on pourra commencer à planifier et ouvrir les portes de l'avenir. Encore une fois, mesdames, merci beaucoup. Alors, un instant, j'essaie de trouver mes notes pour la conclusion. Merci beaucoup, c'était une vraie belle conversation. Merci de nous avoir guidés sur la plateforme et ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et surtout, merci d'avoir pris le temps de nous parler de ce sujet important. Merci d'avoir représenté le monde des affaires. Alors, je crois que je parle au nom de tous en vous remerciant pour ce panel. J'espère que vous allez passer une excellente journée, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et j'ai bien hâte, encore une fois, de vous parler à nouveau sur le travail excellent qui est fait par le biais de l'APEC. J'ai bien hâte de voir aussi la nature de votre travail après la pandémie. Alors, merci beaucoup.